Avec ce vidéo, on débute l'étude du chapitre 16 de mes notes de cours. Chapitre 16, pour l'introduire, je suis présentement dans le résumé des notes de cours, dans la table de matière des résumés, pour qu'on réalise que chapitre 16, on débute une nouvelle partie de la physique. On avait les premiers chapitres sur la cinématique, la série des chapitres 7, même jusqu'à 15, que c'était la dynamique, donc les forces. Et à partir du chapitre 16, on tombe dans une nouvelle partie de la physique qu'on appelle la partie de la physique énergétique. Donc, c'est la conservation de l'énergie. Premier chapitre 16, puis jusqu'au chapitre 23, mes notes de cours, je les regroupe tous ensemble dans cette section que j'appelle l'énergie. Fait qu'on va aller voir le chapitre 16. Ou je devrais dire, on va aller voir le résumé du chapitre 16. C'est une vidéo pour introduire le chapitre 16. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le document résumé concernant le chapitre 16? Au départ, c'est des définitions. Définition de l'énergie, que personnellement, je définis comme une mesure de la capacité d'effectuer un travail. Donc, quand on a de l'énergie, on a la capacité de faire quelque chose avec cette énergie-là. Ça se mesure en joules, symbole J. Dans le système international, ça se mesure en joules. La définition du joule, donc c'est 1 newton mètre, 1 newton fois mètre, ou encore plus précis avec les unités de base, c'est 1 kg fois mètre carré, seconde carré. On peut retrouver toutes ces choses-là en développant les différentes unités. Je continue dans mon résumé, toujours pas avec des formules, c'est plus de présenter toutes les formes d'énergie qui existent, de les classer un peu, puis de voir les symboles qu'on va utiliser dans le cadre du cours. Donc l'énergie totale, toute l'énergie qui peut exister dans un système, on va la séparer en énergie mécanique et en énergie non conservative, soit E avec indice mécanique, ou juste E, Séguin utilise juste E, puis ça représente pour lui toujours de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, on va la séparer en deux grandes formes d'énergie, l'énergie cinétique et les énergies potentielles. Donc cinétique, personnellement, je vais utiliser le symbole K dans le cadre du cours, mais je peux toujours utiliser le symbole générique E, puis rajouter un indice, mes formes d'énergie. Du côté potentiel, dans le cadre du cours, je vais utiliser le symbole spécifique U, mais il existe aussi E avec l'indice POT pour potentiel. Puis là, il y a plusieurs formes d'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle élastique, UR, toujours avec l'autre symbole possible, l'énergie potentielle gravitationnelle, UG, puis l'énergie potentielle électrique, UE, puis il y en a d'autres mêmes formes qu'on va voir éventuellement dans les autres cours de physique. Dans les énergies non conservatives, il y a différentes formes, mais les principales qu'on va discuter dans le cadre du cours, c'est thermique, sonore, lumineux, ça va être dans d'autres cours de physique, puis il existe aussi d'autres formes d'énergie. Je l'ai mis ici, la conservation de l'énergie, parce qu'on en parle un peu dans le texte, mais je ne pense pas que dans le cadre de ce chapitre-là, qu'on va utiliser ces formules-là immédiatement. Mais l'énergie totale, toute l'énergie qui peut exister dans un système, c'est le principe de conservation de l'énergie. À la fin est égal à l'initiale. On peut se promener d'une forme à une autre, la transformer, mais au total, ça se conserve. Une autre façon de dire qu'au total, ça se conserve, c'est que la variation totale est égale à 0, parce que une variation d'énergie totale, c'est toujours finale moins initiale. Donc, si ces deux valeurs-là sont égales, c'est sûr que ça va donner 0. À la deuxième page du résumé, toujours encore des définitions, pas vraiment des formules. C'est qu'est-ce que le travail, que j'ai défini comme un transfert d'énergie. Si c'est un transfert d'énergie, ça veut dire que je mesure ça encore en joules. Parce que de l'énergie, c'était en joules. Donc, c'est rien que des joules que je transfère d'un endroit à l'autre. La relation, justement, entre W et E, une des façons de le montrer, c'est de dire que mon énergie à la fin, c'est l'énergie que j'avais au début, plus le travail qui a été effectué. Le travail est un transfert d'énergie, donc je peux avoir ajouté de l'énergie à mon système ou de l'avoir enlevé. Donc, ce que j'avais au départ, plus les ajouts ou les retraits, ça va me donner ce que j'ai à la fin. Habituellement, ce qu'on ajoute et ce qu'on enlève, c'est du travail associé à des forces qui sont non conservatives. Là. On verra ça plus tard dans le cadre du cours. Encore une fois, elles ne sont pas en jaune, donc, sauf exception, c'est parce que je ne les utilise pas encore dans ce chapitre-là. Évidemment, je peux l'écrire autrement en voyant ça de ce côté-ci, mais ça fait E final moins E initial, c'est l'équivalent du delta E. Là, vraiment, on rentre un petit peu plus dans ce qu'on va couvrir particulièrement dans ce chapitre-là avec des formules. C'est le travail effectué par une force constante pour déplacer un objet. Donc, on va calculer le travail qu'on effectue sur un objet lorsqu'on le déplace à l'aide d'une force. Définition rigoureuse mathématique.
c'est le vecteur force multiplié par le vecteur déplacement. Mais le multiplié, l'algèbre vectorielle, c'est pas comme l'algèbre conventionnelle. Les vecteurs ne s'additionnaient pas puis ne se soustrayaient pas de façon conventionnelle, ben, ils ne se multiplient pas non plus de façon conventionnelle. Puis si on ferait l'algèbre vectorielle, on s'apercevrait qu'il existe même deux produits dans le domaine des vecteurs. Un produit qu'on appelle le produit scalaire, puis un produit qu'on appelle le produit vectoriel. Ben, ici, c'est le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là. Des fois, le déplacement, on l'appelle le vecteur S à la place, mais je préfère la première version, quoique je ne résous pas vraiment des problèmes avec cette formule-là. Quand je veux calculer le chiffre, c'est plus la formule qui est en jaune ici que j'utilise pour voir apparaître notre force, mais là, dans ce cas-ci, je prends juste le module, du déplacement, et le produit scalaire tient compte de l'angle entre les deux. Fait que si la force n'était pas dans le même sens que le déplacement, il y a un angle entre les deux, et on va prendre le cos de cet angle-là, ce qui est mathématiquement la définition du produit scalaire. Excusez. Je peux le faire avec S aussi, là, si je préfère utiliser le symbole S. On va réaliser aussi qu'on peut décomposer en termes de composantes. On peut être en 3D, mais habituellement, on va faire des problèmes 1D, parfois peut-être 1D. Donc, un déplacement 1D selon l'axe des X, ben, je peux faire tout simplement fx fois delta x pour obtenir mon travail. Et ça revient à la formule d'en haut, parce que le delta x est l'équivalent du delta r. Je suis en une dimension. Puis il resterait le module, puis c'est le cos de l'angle. Ben, on a vu par définition que f selon x, si on écrirait la formule pour trouver la composante selon x, ben c'est f fois le cos de l'angle. Donc c'est très similaire, mais des fois c'est plus clair là, de le travailler comme ça. Ça se peut aussi qu'on en fasse selon y. En 2 dimensions, je ne m'en rappelle pas. On verra. Fait que ça se pourrait que je mette plus tard là, la formule selon y en jaune aussi. Et finalement, dans ce chapitre-là aussi, on va voir qu'on peut calculer le travail. Ça, c'est pour des forces constantes. Regardez le titre « Travail effectué par une force constante ». Ici, si je veux calculer le travail effectué par une force variable, donc force variable, ça veut dire que le F n'est pas toujours constant, là, le module varie. Je ne peux pas utiliser les formules qui sont en haut. Il va falloir que je le fasse graphiquement. Donc, on se trace un graphique de la force en fonction de la position. C'est sûr que dans le premier cas ici, ce serait une force qui est constante. Donc là, les formules d'en haut s'appliqueraient, mais je peux quand même le faire graphiquement. Mais là, ici, on voit une force qui est variable, Ben, le travail, le W, on le calcule en faisant un calcul d'air sous la courbe. Évidemment, quand j'avance, c'est-à-dire que quand mon X initial est plus petit que mon X final, fait ici, c'est exemple, j'étais à la position 2 puis je suis rendu à la position 4, ben, si je prends l'air sous la courbe, ça va me donner un air positif, ça me donne le travail. Mais si jamais je suis en dessous de l'axe des X, ça va me donner un travail qui est négatif. Il va falloir que je fasse un calcul d'air, mais il faut que je considère que cette aire-là est négative parce que je suis sous l'axe des X. Mon axe des X, dans les faits, là, il serait en haut ici. Et il peut arriver la situation aussi que, là, je disais que je passe de la position 2 à la position 4, mais que je commence à la position 4, puis que je recule jusqu'à la position 2. Donc là, j'ai reculé. Le travail qu'on effectue pour faire reculer un objet, mais ça n'a pas le même signe que le travail qu'on effectue pour le faire avancer. Donc, même si j'ai des aires au-dessus de la courbe, je vais écrire que je vais calculer l'air, mais mon travail, je vais le mettre négatif, je vais dire que c'est moins l'air. Puis là, à la fin, on inversait, ben, j'inverse aussi, avec les mêmes choses que tantôt, là, ça serait un meilleur dessin si je mettrais X final puis X initial en haut ici. Je ne retiens pas tout ça par cœur. Il y a façon de le déduire aussi, puis j'ai même parfois des façons à le redéduire. Donc, sur le résumé, je l'ai. À partir de ça, je peux retrouver tous mes signes correctement. Il faut évidemment apprendre à l'utiliser en faisant des problèmes. Donc, c'est ce qu'on a dans le résumé là, pour travailler chapitre 16 de mes notes de cours. Un dernier petit mot sur mon résumé du chapitre 16, faire le lien avec le livre de Séguin. Ça correspond à la section 3.1 de Séguin. Puis si on va voir l'aperçu de Séguin, son propre résumé pour comparer avec le mien, là, son résumé est à la page 313. Puis là, il semble contenir vraiment beaucoup plus de choses que mon résumé, ce qui est rare. Absolument, c'était plutôt l'inverse. Mais là, il faut tenir compte que moi, la section 3.1, oui, j'en parle, je la couvre à l'aide du chapitre 16, mais mon prochain chapitre, chapitre 17, va aussi faire, être associé à la section 3.1.
Ce qui fait que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne semblent pas apparaître dans mon résumé là, quand on regarde ces games, mais ils vont apparaître dans le résumé du chapitre 17.